Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous euh, concernant les webinaires sur la durabilité. Et cette semaine, ce jeudi midi, nous avons pour thème la génétique et la gestion des fumiers. Alors tout d'abord, quelques petites informations. Premièrement, vos micros ont été désactivés, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que vous posiez des questions, mais on préfère que vous le faisiez dans la section questions et réponses auxquelles vous êtes habitués. Euh, Ce webinaire est également enregistré pour rediffusion. Puis, si vous avez manqué celui de la semaine dernière, vous pouvez vous rendre sur l'actanet /formation/webinaire sur la durabilité. Vous allez pouvoir entendre l'intégralité de cette première version de webinaire. Je tiens aussi à remercier mes collaborateurs pour ce projet, Marie-Christine, Annie-Claire Davio, Dominique Maxime et Brian Van Dormel. Alors, ce webinaire est gracieusement financé par les producteurs laitiers du Canada. Il est organisé par l'Actanet dans le cadre du projet national de transfert du savoir en production laitière, DPLC. Alors, le terme aujourd'hui, la génétique et la gestion du fumier. La première partie va porter sur la sélection génétique, dis-je, et la deuxième sur la gestion du fumier. Et pour ce faire, nous avons de très bons invités. Tout d'abord, nous avons notre expert, Dominique Maxime, qui est expert en production laitière, durabilité et environnement, qui va nous introduire à la durabilité. Nous avons ensuite le légendaire Brian Van Dormel de Lactanet Canada, chef des services sélection génétique pour la durabilité. Nous avons un producteur, Stéphane Muller, qui va nous parler de la ferme, des pratiques de durabilité sur Stellity Farm. Et on va voir au retour notre expert, Dominique Maxime, qui va nous faire le plaisir de revenir à l'écran. Mon cher Dominique, la parole est à toi. Oui, tout le monde m'entend bien? Excellent. Très bien. Quelques diapositives d'introduction. Et pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière avec nous au premier webinaire, ça sera une introduction sur la durabilité et puis pourquoi les thématiques de ces webinaires. Lorsque l'on s'intéresse à l'environnement en production agricole, on est amené à évaluer finalement comment les activités vont causer certains impacts ou à l'inverse, comment de meilleures pratiques vont pouvoir permettre de réduire ces impacts. Et si on s'intéresse finalement à des enjeux ou des contributions de dimension économique ou sociale, c'est exactement la même chose. Alors, ce n'est pas l'objet de ces webinaires de couvrir l'ensemble de ces enjeux, quand bien même ils concernent ou impliquent les producteurs laitiers eux-mêmes, individuellement ou collectivement, ou également leurs parties prenantes, comme leurs employés, leurs fournisseurs, leurs clients, voire même la société qui finalement nourrit grâce aux produits alimentaires. D'abord parce qu'on n'aurait pas le temps de caser tout ça dans ces webinaires, mais aussi parce qu'il est quelque part encore impossible de nos jours de mettre tout ça en équation pour trouver l'équilibre recherché, finalement la recette miracle. Et la durabilité, c'est donc cette notion qui englobe toutes sortes de choses selon la perspective que l'on considère, les dimensions, les 3 dimensions mentionnées ici, et selon qui en parle et à qui on en parle. Mais au final, être durable, c'est trouver l'équilibre ou faire les meilleurs compromis entre des aspects qui touchent à l'environnement, le social et l'économie. Excusez-moi. Donc, notre objectif aujourd'hui, là, c'est plutôt de prendre une perspective qui est en phase avec les sujets forts du moment, et en particulier ceux pour lesquels le secteur laitier s'est engagé en termes de résultats à moyen ou à long terme. Alors, il y a les objectifs de carboneutralité que vous avez peut-être déjà entendu parler à l'horizon 2050. C'est un objectif du gouvernement du Canada, mais aussi du secteur laitier. Il y a également des cibles intermédiaires d'ici là, à l'horizon 2030, pour du lait bas carbone. On a un engagement national également à différents niveaux pour la réduction des émissions de méthane d'ici 2030, suivant une initiative globale. Puis, il y a également des développements d'initiatives
au niveau provincial, à l'échelle des fédérations, comme par exemple des stratégies de durabilité ou des feuilles de route qui sont en voie de développement ou déjà établies. Et il y a également tout ce qui concerne les acteurs de la transformation, donc en aval dans la chaîne, qui se sont engagés également, eux, puis peut-être plus dynamiquement que les producteurs ou les fédérations de producteurs, pour des cibles de réduction de l'empreinte carbone des produits laitiers transformés, pour lesquels les émissions de gaz à effet de serre à la ferme contribuent pour une majeure partie. Donc, et en particulier, ils se sont engagés auprès de l'initiative SBTI, de cibles basées sur la science, pour respecter des engagements de limiter la hausse de température globale à 1,5 degré d'ici 2100. Donc, c'est pourquoi on a plutôt choisi de structurer ces 3 webinaires en sélectionnant des thèmes qui sont centraux dans la stratégie de carboneutralité. Donc, ainsi, on va se référer assez régulièrement au guide des pratiques de gestion bénéfique récemment publié par les producteurs laitiers du Canada. Alors, on parle de carboneutralité, qu'est-ce que c'est? Comme vous voyez à droite ici, la carboneutralité, finalement, c'est viser à équilibrer d'ici 2050, l'année clé établie, équilibrer l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre associées à la production laitière par l'adoption de pratiques qui visent soit à réduire ces émissions ou également à éliminer ou retirer le CO2 de l'atmosphère grâce à de la séquestration durable de carbone dans les sols ou dans la biomasse. Donc, on est conscient que les émissions ne seront jamais nulles, donc d'où l'importance des bonnes pratiques de gestion pour accroître la séquestration. Et donc, la carboneutralité mise en pratique dans la notion dont vous avez déjà peut-être entendu parler d'empreinte carbone du lait, on va y revenir à différents moments. Donc, vous voyez ici là, cette figure de gauche qui montre un petit peu grossièrement là, les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre associées à la production laitière et les principaux gaz à effet de serre qui nous intéressent, qui nous concernent. Donc, le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Le bilan, faire l'empreinte carbone du lait, en l'occurrence, là, consiste à réaliser un bilan des gaz à effet de serre réalisé selon une approche cycle de vie, où on va considérer la chaîne de valeur dans le calcul et l'inventaire, et pas seulement ce qui se passe au sein de la ferme, au centre de la figure, mais on va considérer tout ce qui se passe, tout ce qui est toutes les sources satellites autour de la ferme, car ils produisent finalement des produits ou des services qui rendent la ferme capable d'opérer. Et donc, dernier point, la séquestration de carbone dont j'ai déjà parlé, qui est séquestration dans les sols, ou en particulier dans les prairies, ou alors dans la biomasse par les plantes pérennes, ou voire la biomasse ligneuse des arbres et des haies. Ça reste un levier important pour permettre, encore une fois, d'atteindre la carboneutralité, car ça va venir s'ajouter à la réduction des émissions listées ici. Et on voit ainsi, en réalisant ce processus-là, qu'on est capable d'établir ce qu'on appelle donc l'empreinte carbone du lait, et puis surtout d'identifier les activités de la ferme par lesquelles les émissions sont les plus importantes. Et ça sert, et c'est très utile ensuite, pour prioriser les actions. Donc, on voit ici sur la figure de droite, la tarte qui montre le découpage des opérations par lesquelles passe la majeure partie de l'impact des gaz à effet de serre, que c'est finalement le méthane entérique en numéro 1, puis la production des aliments et la gestion des fumiers, là, qui sont les 3 gros contributeurs à l'empreinte carbone moyenne du lait au Canada. Et ça, c'est selon les résultats de la dernière étude en date réalisée pour les producteurs de lait du Canada. Et alors, à noter toutefois que ce bilan, cette proportion que vous voyez dans la tarte de droite, là, n'incluait pas les aspects de la séquestration de carbone dans les sols. Et je redonne la parole à Pierre. Un gros merci encore pour cet exercice de vulgarisation, cher Dominique. Avant de passer à Brian Van Dormal, eh bien, tout simplement, on voudrait s'excuser un peu par avance parce qu'il est possible qu'on dépasse un peu le temps qui était prévu d'une heure. Tous les efforts sont faits pour réaliser l'objectif, mais on préfère obtenir un peu de clémence de votre part dès le début de la rencontre et sans plus attendre, laissons la parole à Brian.
Bonjour tout le monde. Ça me fait grandement plaisir de vous en parler cet après-midi sur la sélection génétique pour la durabilité. Donc, comme Dominique vient de mentionner, le Canada a appuyé l'engagement mondial sur le méthane et plus spécifiquement pour le Canada, c'est l'objectif établi par les producteurs laitiers du Canada, les PLC, pour réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre provenant des exploitations agricoles d'ici 2050. Donc, on peut nommer plusieurs voies et stratégies possibles pour atteindre cet objectif-là. Et on constate que toutes ces stratégies doivent être utilisées autant possible pour atteindre cet objectif important. Donc, un des principaux outils, par exemple, c'est quand même la sélection génétique. Et ceci dit, c'est parce que la sélection génétique nous donne une approche qui est permanente et cumulative d'une génération à l'autre. Actuellement, Lactanet a une boîte d'outils génétiques pour la durabilité qui contient 3 caractères très spécifiques. Un, c'est l'efficience alimentaire qui a été introduit en avril 2021. Deuxièmement, un indice pour les besoins de maintenance corporelle introduit il y a 1 an. Et ces deux-là, ensemble, on visent la réduction du coût d'alimentation à la ferme. Puis un troisième caractère introduit il y a 1 an aussi, c'est l'efficience du méthane. Et ce caractère-là, évidemment, est là pour réduire les émissions de méthane sans avoir un impact négatif sur les caractères de la production. Ensemble, le but de ces 3 caractères-là est là pour réduire l'empreinte carbone des fermes laitières et améliorer la durabilité environnementale de notre secteur. Donc, si je commence un peu plus, je parle un peu plus de chacun des 3. L'efficience alimentaire, introduite en avril 2021, on a utilisé à l'époque seulement les données de la première lactation et que pour la race Holstein. 1 an et demi plus tard, on a amélioré ce système-là en incluant les données de deuxième lactation pour chacune des vaches. Mais aussi, en décembre 2022, on a ajouté le caractère efficience alimentaire dans le calcul des 2 indices de sélection génétique nationaux, soit l'EPV et ProDollar. L'objectif de ce caractère-là, c'est de sélectionner les animaux qui ont une meilleure conversion alimentaire. Encore là, si on atteint ça, on peut réduire les coûts d'alimentation, réduire l'empreinte carbone et améliorer la durabilité environnementale. Un peu plus en détail pour l'évaluation génomique pour l'efficience alimentaire, c'est qu'on s'en sert de 3 caractères mesurés dans la première et deuxième lactation de chaque vache. Le premier caractère, c'est la consommation de matière sèche, qui est très, très clair et très facile à comprendre. Deuxième, c'est le poids corporel métabolique qui ressemble beaucoup au poids corporel d'un animal. Et le troisième caractère, c'est le lait corrigé pour l'énergie qui est en fait le rendement de production de lait corrigé pour le volume ou le pourcentage de gras et protéines dans le lait. Pour chacun de ces caractères-là, on a défini aussi 2 périodes de temps. Les 60 premiers jours après vêlage, qui inclut le pic de lactation et les périodes de transition. Et après ça, la deuxième partie de lactation après 60 jours en lactation. Pour l'efficience alimentaire, on a identifié et sélectionné des animaux qui ont une meilleure conversion alimentaire, indépendamment des niveaux de production et de la taille de l'animal. Pour aider à l'interprétation de l'efficience alimentaire, on exprime les évaluations génétiques en termes de valeur d'élevage relative, le VAR. On fait la même chose pour les autres caractères fonctionnels et ça veut dire que chaque fois que le VAR est plus élevé, ça signifie que l'animal est plus efficace pour convertir les aliments en lait. Pour chaque point d'écart ou augmentation pour l'efficience alimentaire, ça se traduit en diminution de l'ingestion de matière sèche d'environ 80 kg en première lactation et d'environ 120 kg en deuxième lactation.
Pour chaque point de valeur génétique pour l'efficience alimentaire, ça nous donne une économie d'environ 25 $ en coût d'alimentation par fille de taureau. Donc, un taureau avec une centaine de filles va avoir 100 fois ça comme valeur économique. Ici, on vous donne un exemple d'un taureau et on exprime les épreuves en valeur d'élevage relative. Et là, la moyenne des évaluations est toujours à 100 et on utilise un écart type de 5 points. Ça veut dire que les taureaux vont se varier entre les taureaux inférieurs de la population d'alentour de 85 et les taureaux les meilleurs dans la race, les meilleurs sujets dans la race vont avoir une évaluation dans les alentours de 115 ou plus. Là. On utilise cette échelle-là pour faciliter l'interprétation. Si, lorsque pour les taureaux, le rendement moyen attendu des performances des filles est fourni pour chaque caractère en fonction de leur valeur d'élevage relative. Donc, il y a un point d'interrogation en haut à droite, là, sous le titre de rendement des filles. Puis là, ça vous donne une interprétation de chaque épreuve de taureau. Ici, lorsqu'on se concentre sur l'efficience alimentaire avec un code de 106, on peut voir que ça se traduit dans une réduction de la consommation de matières sèches de 106,2 kg par lactation après 60 jours en lait. Si la cote était à 105, là, le 106 sera à 88 kg. Donc, ce n'est pas un rapport de 1 à 1, c'est plutôt environ 18 kg pour chaque point supérieur à 100 ou inférieur à 100. Pour le deuxième caractère, besoin de maintenance corporelle, on a mis en vigueur en avril 2023. L'objectif, c'est de fournir un deuxième outil pour réduire les coûts d'alimentation, réduire l'empreinte carbone et d'améliorer la durabilité environnementale. On considère l'alimentation pour les besoins de maintenance uniquement en fonction du poids corporel métabolique d'un animal. Le fait de considérer l'efficience alimentaire et les besoins de maintenance corporelle en tant que deux caractères distincts, ça vous permet quand même de décider quels sont les caractères à sélectionner à l'intérieur de votre programme d'élevage et la pondération qu'on met sur chacun. Ici, on vous montre dans le graphique le poids corporel moyen des vaches dans les 70 premiers jours en lactation, depuis une augmentation depuis 20 ans. Donc, en rouge, c'est les vaches en première lactation, en vert, c'est deuxième lactation, en bleu, c'est troisième lactation. Et on peut quand même remarquer qu'il y a une hausse dans le poids corporel moyen des vaches aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. Puis l'écart ou l'augmentation, c'est dans les alentours de 45 à 50 kilos aujourd'hui par rapport aux vaches nées dans les années 2000. On parle de l'interprétation de ces indices-là. Cet indice-là, encore là, on l'exprime sous forme de valeur d'élevage relative. Et pour chaque valeur plus élevée, ça représente les besoins de maintenance corporelle plus faible, en généralement un plus petit poids corporel. Donc, pour un taureau, chaque augmentation de 5 points en valeur d'élevage pour ce caractère-là, ça implique une diminution de 20 kg de poids corporel de ces filles à tout moment dans leur vie. Et la recherche nous démontre que le poids corporel est le facteur qui contribue le plus à l'empreinte carbone d'un animal. Donc, les sujets qui sont plus gros vont contribuer plus et ça veut dire qu'il y a un impact économique relié à la durabilité. Encore là, le taureau exemple qu'on a ici en bas, on peut voir que ce taureau-là a une cote pour le besoin de maintenance corporelle de 96. Et l'interprétation de ça à droite, c'est une augmentation de 52,8 kilos de la consommation de matières sèches par année pour répondre aux besoins, tout simplement, tous les besoins simplement nécessaires pour maintenir de son poids corporel.
Pour le troisième caractère, l'efficience de méthane, introduit en avril 2023, le Canada a été le premier pays au monde à offrir ces évaluations génétiques pour l'efficience de méthane, puis nous sommes très fiers de cet effet, de ce fait-là. C'était possible grâce à trois facteurs importants. Premièrement, c'est la recherche cruciale de l'Université de Guelph, financée par le conseil d'Erigen de Lactanet, de laquelle les PLC est un partenaire financier très important. Deuxième facteur, c'est l'investissement proactif de Lactanet dans la collecte des données spectrales du lait dans une base de données historique puis cumulatif là, avec le temps. Puis troisième, c'est une collaboration que Lactanet avait faite avec l'Alliance CIMEX et son investissement. Si on regarde les statistiques générales au niveau de méthane éthérique des bovins laitiers, on peut voir ici que le vache Holstein, en moyenne, produit environ 50 grammes de méthane par jour. Mais il y a de la variabilité qui existe, même à l'intérieur d'un troupeau, d'une variation d'environ 30% de plus et 30% de moins entre les vaches. Et ces variations-là, pour la production des émetteurs de méthane, a un impact aussi de perte d'apport énergétique brut pour l'animal d'environ de 4 à 7%. À l'Université de Guelph et l'Université d'Alberta, nous avons deux projets de recherche vraiment avec implication internationale. Et les deux projets, c'était l'Efficient Dairy Genome Project puis Resilient Dairy Genome Project. Mais l'élément clé de ces deux projets de recherche-là, c'est qu'on a preuve que les données spectrales ou les données MIR dérivées d'un échantillon de lait d'une vache, de contrôle laitier, peuvent être utilisées pour prédire la production de méthane d'un animal. Et encore, pour l'interprétation de ce caractère-là, on veut réduire la production de méthane en sélectionnant pour une plus grande efficience de méthane, mais sans impact sur les caractères de la production. Donc, on ne veut pas réduire la production laitière, on veut juste réduire l'émission de méthane. Pour un taureau, chaque augmentation de 5 points pour l'épreuve d'efficience de méthane, ça implique une diminution de 3 kg de méthane par année par chacune de ces filles. La diminution des émissions de méthane, ça équivaut d'environ 1,5 % par vache par année. Et chaque année, ça peut être accumulé. Et c'est pour ça qu'on parle d'une accumulation importante avec la sélection génétique. Donc, un producteur laitier qui décide de sélectionner pour l'efficience de méthane peut atteindre une réduction d'émissions de méthane de l'ordre de 20 à 30 % pour le troupeau d'ici la date visée de 2050. Et encore là, pour le taureau d'exemple, ce taureau-là a une épreuve de 108 pour l'efficience de méthane. Et à droite, on peut voir, ça donne un rendement de fille de moins 4,8 kg. Ça veut dire que c'est une diminution de la production de méthane de l'ordre de 4,8 kg par année pour chacune des filles de ce taureau. C'est correct. L'efficience de méthane est un nouveau caractère. Chez Lactanet, on calcule environ une centaine d'indices génétiques pour les caractères et nous avons regardé la relation génétique avec le méthane et avec le méthane de ces caractères-là. Puis on peut remarquer ici qu'il y a très peu ou aucun caractère pour lequel la corrélation est défavorable avec l'efficience de méthane. Ça veut dire que méthane est complètement un caractère très différent que les autres caractères que nous avons actuellement évalués au Canada. Mais en même temps, la sélection pour l'efficience alimentaire n'affecte pas l'efficience de méthane. Ces deux caractères-là sont aussi indépendants avec une corrélation non significative parce qu'on peut voir la section, la fenêtre en grise qui démontre les corrélations en bas de 15 %. Donc, si un producteur veut améliorer l'efficience de méthane et l'efficience alimentaire, il faut en sélectionner pour les deux.
Si, dernière diapo, c'est que pour une stratégie de sélection génétique pour les caractères de durabilité, il faut premièrement regarder les évaluations génétiques qui sont disponibles sur le site web de Lactanet, en tant que pour les mâles et que pour les femelles. En commençant, vous pouvez sélectionner les animaux supérieurs à la moyenne. Donc, ça veut dire avec une évaluation supérieure à 100. Et ça, c'est une manière de commencer à faire le progrès génétique pour les caractères. Mais pour un progrès génétique plus rapide, sélectionnez les mâles et les femelles avec une cote supérieure à 105, donc un écart type supérieur à la moyenne, comparant vos sujets de remplacement. Et le message clé, c'est que lorsqu'on réalise le gain génétique, c'est un gain permanent et aussi cumulatif d'une génération à l'autre. Et c'est pour ça que c'est un outil très important pour vous. Donc, j'aimerais vous remercier et on peut attendre pour la période de questions plus tard. Merci. Et on a une question pour toi, cher Brian. Alors, on s'excuse aussi au niveau, on éprouve actuellement de petits problèmes techniques. Là. Vous voyez sur la dernière présentation faite avec excellence par Brian, il y avait un peu des diapositives qui changeaient. On s'en excuse. Là. Ce n'est pas la faute de Brian, bien au contraire. On ne vous entend plus, Pierre. Voilà, merci. Alors, je m'excuse, j'avais perdu la question que j'avais écrite le temps que vous parliez, Brian. Alors, si un producteur souhaite contribuer à la collecte de données sur l'efficacité du méthane, l'efficacité alimentaire et les besoins de maintenance corporelle, quelle est la meilleure façon de le faire? En fait, là, les producteurs, on ne fait pas de collecte de données dans les troupeaux commerciaux là, pour ces caractères-là. C'est toutes les données des troupeaux de recherche actuellement, sauf un troupeau en Alberta. Mais les données de poids corporel, c'est vrai, c'est les données du poids corporel d'un animal. Donc, tout troupeau qui mesure le poids corporel, puis ils sont au niveau de contrôle laitier de Lactanet, peuvent nous fournir ces données-là, puis ils seront utilisés pour ces derniers caractères. Gros merci pour ta question, un gros merci pour ta participation et surtout ne nous quitte pas, comme disait la chanson, parce qu'on va avoir besoin de tes services pour traduire certaines questions-réponses pour notre prochain invité. Alors, voici, c'est une vidéo qui a été tournée chez M. Stéphane Muller de Stellity Farms. Est-ce que je le dis bien, Brian? C'est bien Stellity? Oui. Alors, une entrevue avec Anna Sweet, qui est spécialiste du transfert du savoir chez Lactanet. Alors, la parole est à Stéphane et Anna. Bonjour, je suis Stephen Mueller. Ma conjointe, le docteur Laetitia Mueller, et moi dirigeons les fermes Stellet. Mes parents ont immigré en 1978. Ils sont allés au Québec regarder les fermes là-bas et ont finalement décidé de venir à Milverton, en Ontario, où ils ont commencé cette ferme laitière. Ils se sont ensuite lancés dans l'élevage de porcs. Mon frère et moi avons séparé ces entreprises. Je m'occupe de la ferme laitière et mon frère s'occupe des porcs. Mon épouse et moi avons 3 enfants. Mon fils aîné a 17 ans, mon fils cadet 15 ans et ma fille 13 ans. Pendant que ma conjointe poursuit sa carrière dans la médecine des petits animaux, je travaille ici et je gère la ferme pratiquement seul. J'ai quelques étudiants à temps partiel qui travaillent ici et ils viennent pendant les traites. Et ensuite, je gère le reste de l'exploitation tout seul. Mes enfants, ils ont travaillé avec moi pendant qu'ils grandissaient, mais pour l'instant, ils ne s'intéressent pas à l'agriculture. J'essaie donc de trouver un équilibre entre la gestion de la ferme, la préparation à l'arrivée d'un enfant s'il décide de rentrer à la relève, mais aussi la préparation à l'aider autrement, à sa mesure. Sur notre ferme laitière, nous pouvons rechercher des scénarios gagnant-gagnant fondés sur l'économie, à la fois pour l'efficacité de la ferme d'alimentation et notre liquidité, en adoptant un état d'esprit plus ou moins pour améliorer la production tout en réduisant les coûts. En outre,
Nous nous concentrons sur le développement de protocoles et de routines qui sont adaptables et maîtrisables, qui prennent en compte les charges de travail auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement et tout au long des saisons. Notre approche consiste à créer des systèmes qui améliorent l'efficacité tout en garantissant la flexibilité. La réalité, c'est que les producteurs laitiers doivent gérer des transitions, la reproduction, des veaux, des maladies, des questions financières et de la main-d'œuvre en même temps tous les jours. Quand je pense à la durabilité de mon exploitation, je dois penser à ce que je fais en tant qu'entreprise et comment je peux continuer à être un père comme je dois l'être. Si j'ai des vaches qui produisent bien, qui sont durables, qui peuvent rester en bonne santé, je dirais que c'est comme ça que je vois la durabilité. Je tiens donc à remercier Lactanet de m'avoir invité à participer à ce webinaire, au cours duquel nous parlerons de génétique, de durabilité et peut-être aussi d'économie. Bonjour, ici Hannah Sweet. Je fais partie de l'équipe de mobilisation des connaissances de Lactanet et aujourd'hui, je suis à la ferme avec Stéphane Mueller. Bienvenue Stéphane. Aujourd'hui, nous allons parler de génétique et de durabilité. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta stratégie de gestion du troupeau? Puisque mon épouse travaille à l'extérieur et que je suis la plupart du temps seul à la ferme, même si j'ai de l'aide à temps partiel, j'accomplis souvent les tâches moi-même. Principalement, je dois développer des systèmes et des protocoles qui me permettent de faire fonctionner les choses assez facilement, même pendant les périodes d'incertitude, comme les récoltes ou les différentes saisons, parce que les choses arrivent ensemble d'une étrange façon. Ainsi, je dois donner le colostrum aux veaux, je dois m'assurer que les vaches commencent à produire du lait et je dois aussi rendre les vaches gestantes pendant cette même période. J'organise donc mes protocoles d'une façon qui me permet quand même d'accomplir d'autres tâches. Donc, au cours des dernières années, tes résultats ont été nettement au-dessus de la moyenne en matière de génétique pour la production, l'IPV, ProDollar et plusieurs autres caractères fonctionnels. Je pense que ça représente très bien les taureaux que tu sélectionnes ainsi que les technologies génétiques dans lesquelles tu as investi. Peux-tu me parler un peu de ta stratégie d'élevage et du rôle que la génétique y a joué? Oui. Alors, je pense que la stratégie d'élevage, je suppose que c'est assez compliqué parce que mes stratégies d'élevage ont changé au fil des ans. Tu sais, je pense que quand j'ai commencé à exploiter la ferme, mon but était d'augmenter la production et de tenter d'améliorer la conformation pour obtenir cet équilibre et une vache à forte production. Mais ce qui est arrivé au fil du temps est que j'ai rencontré des obstacles. Tu sais, les vaches tombent malades ou elles se mettent à boiter. Donc, j'ai voulu d'abord améliorer la santé de mon troupeau et m'attaquer à la production par la suite. Quand je regarde ProDollar, par exemple, j'utilise ProDollar depuis ses débuts. J'en ai quelque sorte stabilisé mon troupeau et j'ai éliminé mes génisses de façon intensive selon leur niveau de résistance à la maladie. Et tu sais, je me disais que si nous étions à l'époque médiévale et si j'avais une armée, mais que je fournissais à mes soldats seulement des haches et des épées sans leur donner accès à des boucliers, tu sais, ils ne pourraient pas se protéger. Et si tu penses à de bons soldats qui pouvaient bien se battre, mais qui sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas, tu sais, traverser ces batailles, je dis qu'on ne peut pas gagner une guerre comme ça. C'est vraiment une bonne analogie, merci. Il y a un film que j'aime beaucoup, Moneyball. Et une des questions qui est posée, c'est si le lanceur peut retirer le frappeur. Pourquoi la façon dont il lance la balle est-elle importante? Et vraiment, c'est la façon dont j'approche les choses. Tu sais, je vois beaucoup de valeur dans la vache bonne plus, beaucoup de versatilité. Je peux m'adapter à l'efficience alimentaire ou aux efficiences alimentaires. Je peux m'adapter à la résistance à la maladie plus facilement que si j'essayais de tout régler. Quand un veau naît et qu'on fait un test génomique, on n'est pas certain du résultat. Donc, pour optimiser la moyenne de ProDollar chez les veaux, j'en voulais un peu plus qu'il le fallait. Oui, mais maintenant qu'on a commencé à utiliser des embryons biopsés et avec ceux-là,
on sait avant de les implanter ce qu'on va obtenir. Et je suppose que je suis maintenant plus confiant à utiliser de la semence bœuf de manière plus agressive. Mais j'utilise encore de la semence conventionnelle pour les vaches à lait, qu'elles soient de boucherie ou Holstein, pour essayer d'équilibrer ce que je vais obtenir plus tard. Et qu'est-ce qui a amené à la décision de finalement commencer à utiliser des embryons biopsés et à les utiliser plus fréquemment? Eh bien, premièrement, j'ai assisté à une réunion des DFO. Et à cette réunion, ils ont dit de s'attendre à, tu sais, 10 à 20 plus de quotas. Je ne sais pas ce que c'était dans les 10 prochaines années ou quelque chose comme ça. Mais ici, mon étable est presque pleine ou pleine. Je cherchais donc des façons d'agrandir l'exploitation et j'envisageais de construire des nouvelles installations et d'ajouter des silos. Mais alors, il me fallait plus de terre. Et tout ça commençait à coûter très cher. Alors, j'ai réalisé qu'un de mes voisins utilisait des embryons biopsés. Et je ne suis pas certain de sa stratégie, mais ça m'a fait penser que si j'utilisais ces embryons d'élite, qui ont les caractères de résistance à la maladie que je veux et qui ont le pro-dollar, je pourrais produire plus par stall, garder mes installations, et si j'avais besoin d'agrandir plus tard, j'aurais les revenus pour le faire. C'est très logique. Oui. Peux-tu me parler un peu de ta stratégie de testage génomique? Oui. Eh bien, j'ai commencé à tester en 2009. On a testé environ 15 animaux. J'avais une vache d'intérêt à ce moment-là, mais c'était vraiment cher et j'étais en train d'expérimenter. C'est seulement en 2018 que j'ai décidé que je voulais tester génomiquement tous mes animaux. Et c'est à peu près à ce moment-là, tu sais, que j'ai adopté une stratégie de résistance à la maladie. J'ai testé toutes mes génisses à ce moment-là. On pourrait donc inclure, tu sais, les veaux remontant à 2016, et je teste les veaux depuis ce temps. Quand ils naissent, je prends un échantillon et je l'envoie par la poste. Je poste habituellement 1 à 4 échantillons à la fois. Et tu te demandes probablement ce que je fais avec cette information. Je pense qu'au début, c'était assez facile parce que j'ai adopté la stratégie d'élimination. C'était comme si ces veaux n'étaient pas assez bons pour ce que je recherchais. Je me débarrassais de ces animaux et je gardais seulement les meilleurs. Mais comme c'est le cas avec beaucoup de nouvelles technologies, les stratégies et la compréhension de la façon de les utiliser, elles ne se développent pas vraiment jusqu'à ce qu'on les utilise pendant un certain temps. Oui, particulièrement avec la génétique. Et tu sais, quand on parle de ces embryons biopsiés, je ne pense pas que j'aurais pris cette approche si je n'avais pas utilisé le testage génomique, parce que ça me rendait confiant de voir que je pouvais me fier à l'augmentation de la production dans son ensemble. Il se peut qu'un embryon individuel ne devienne pas un bon animal, mais si j'utilise plusieurs embryons pour améliorer ma génétique en moyenne, je devrais me rapprocher de ce que je recherche. Est-ce que tu peux expliquer plus en détail la valeur que tu accordes au testage génomique dans ton troupeau, disons, au fil du temps puis actuellement? Oui, en fait, c'est très intéressant. Si je pense au coût de la génomique, au début, je pensais que si je testais toutes ces génisses, ça me coûterait des milliers de dollars. Et je me suis dit qu'au fil du temps, j'intégrerais ce coût dans mon budget et j'essaierais de faire un gain sur la valeur de la génétique améliorée, suffisant pour payer le testage génomique. Mais c'est très intéressant parce que si je regarde mes inséminations et mes enregistrements et le coût des inséminations des 10 dernières années, même si j'ai fait tester génomiquement tous les animaux, ces coûts n'ont pas augmenté. Et ce qui est arrivé à la base, c'est que j'ai été capable d'utiliser différents taureaux qui n'étaient peut-être pas en demande. Alors, au lieu de payer, tu sais, disons 50 $, je peux acheter de la semence de bons taureaux qui conviennent à mes vaches pour 25 $.
Et quand on y pense, tu sais, pour obtenir une gestation, il faut probablement les inséminer 1,5 fois à 2 fois. Donc, le coût de la génomique peut être intégré à la stratégie d'élevage d'une façon efficace. Oui, et je pense que tu as fait un excellent travail par rapport à ça. Donc, je sais que tu utilises ProDollar comme critère de sélection de base. Est-ce qu'il y a d'autres caractères qui sont importants pour toi là, quand tu prends ces décisions-là? Oui, en fait, j'utilise 2 indices. Ma priorité, c'est l'indice Immunité Plus. Et c'est en quelque sorte de là que vient la résistance à la maladie. Et j'utilise des dollars pro-dollars. C'est comme un A et un B en ordre d'importance. Pour moi, les dollars pro-dollars sont très bons parce qu'ils incluent ces maladies. L'immunité est une bonne chose parce qu'elle permet d'envisager le tout sous un angle différent. C'est comme si je faisais d'une pierre deux coups. Quand je regarde les pro-dollars, je regarde aussi les pourcentages de gras, les kilogrammes de gras. C'est important pour moi. Je regarde la facilité de vélage jusqu'à un certain point, mais la facilité de vélage s'est beaucoup améliorée au cours des dernières années et j'ai pu moins m'en occuper. Puis je pense que c'est là la beauté de la génétique et de tous ces caractères qu'on a. Puis en plus, on en développe constamment des nouveaux. Fait que comme ça, tu peux choisir ceux qui sont importants pour toi dans ton troupeau. Exactement, oui. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de caractères génétiques qui contribuent depuis longtemps à la durabilité des troupeaux. Deux des plus récents que j'aimerais faire ressortir sont l'efficience alimentaire et l'efficience du méthane. Ça a été quoi ta première perception de ces évaluations génétiques-là? Oui, chaque fois que quelque chose de nouveau apparaît, il faut du temps pour s'y adapter, surtout s'il faut ajuster notre stratégie d'élevage. Parce qu'en génétique laitière, ça prend beaucoup de temps pour effectuer des changements et les choses arrivent lentement. Alors, si on n'est pas cohérent, on n'obtiendra pas de bons résultats parce que, tu sais, on va dans toutes les directions. Donc, l'efficience alimentaire a été facile pour moi parce qu'elle m'a automatiquement aidé à apporter de l'argent à la ferme. Vrai? Bien sûr. Je veux que mes vaches soient efficaces sur le plan de l'alimentation. Tu sais, ça va me faire épargner de l'argent. Je ne vois aucune vache avec des lacunes en matière d'alimentation. Tu sais, elles vont simplement manger ce qu'elles mangent et je leur donne de la nourriture chaque fois qu'elles veulent manger. Mais je sais que la science dit qu'au fil du temps, ça va me faire épargner beaucoup d'argent. Et ça, c'est important pour moi. Avant, c'était comme un caractère à valeur cachée et beaucoup de gens ne mettaient pas beaucoup l'accent sur ce caractère. Donc, si on peut retirer plus de revenus des mêmes animaux et si on a moins de coûts liés à notre lait, alors on va être plus rentable. Et l'efficience alimentaire convient parfaitement à ça. 100%. Et donc, avec ProDollar, maintenant que l'efficience alimentaire fait partie de l'équation ProDollar, je dirais qu'avant, je ne choisissais pas les taureaux à 105 ou plus. Je choisissais des taureaux qui étaient dans la moyenne ou supérieure pour essayer de protéger mes animaux inférieurs. Parce que si je devenais trop spécifique, j'éliminais alors trop de taureaux et ainsi, à 100 et plus, j'utilisais l'efficience alimentaire. C'était mon critère avec ProDollar et depuis que ProDollar comprend l'efficience alimentaire, je pense que c'est très bon parce que je n'ai même plus à la considérer. En ce qui concerne l'efficience du méthane, je pense que c'est très bon parce que nous avons ce nouvel objectif de carboneutralité 2050 que nous devons surveiller. Et ce sera un outil que nous pouvons utiliser. Est-ce que tu te vois incorporer l'efficience du méthane dans tes objectifs d'élevage là, dans le futur? Eh bien, tu sais, la question que je dois d'abord me poser est combien de méthane et combien d'émissions je produis à ma ferme maintenant? Parce que, pour être honnête, je ne le sais pas vraiment. Oui, et c'est effectivement, désolé de t'interrompre, c'est effectivement un projet auquel on travaille actuellement, puis qui mesure l'impact à la ferme pour être en mesure de le calculer. On peut partir de là. S'il y a un genre de valeur économique qui découle de la carboneutralité 2050, et si je peux incorporer l'efficience du méthane dans cette stratégie d'élevage, alors c'est la façon la plus facile pour moi de diminuer mes émissions. C'est une des choses qu'on fait et qui ne prend pas plus de temps parce que j'élève déjà ces animaux
Et si je peux les amener à m'aider à atteindre mon but, en faisant seulement ce que je fais et ce qui correspond à l'ensemble de ma stratégie de durabilité, qui vise à essayer de simplifier les protocoles et les choses pour qu'elles soient souples en matière d'adaptabilité. Exactement. Au final, c'est une combinaison de différents facteurs qui vont mener à l'objectif de carboneutralité. Donc, c'est pas seulement la génétique, c'est aussi des stratégies de nutrition, c'est aussi des stratégies de gestion, n'est-ce pas? Donc, je sais qu'on met seulement l'accent sur la génétique ici, là, aujourd'hui, mais il y a vraiment plus que ça. C'est exact. Et tu sais, la cible est encore à 26 ans d'ici. Et il travaille à de nombreuses façons différentes d'aborder cela. Et c'est la beauté de la science et de la manière dont elle grandit. Avant, nous avons dû faire beaucoup d'études sur les choses de base pour comprendre le fonctionnement d'une vache. Ouais. Mais maintenant, nous avons une compréhension profonde de l'animal. Et l'efficience alimentaire par le biais de la nutrition va nous aider, comme tu l'as dit. Dans la mesure où le volet génétique et le regroupement de tous les éléments nous permettront, je l'espère, d'en arriver là sans le stress et les complications. Donc, comment tu vois l'évolution de l'élevage dans le futur en ce qui concerne ton troupeau et ensuite aussi l'industrie dans son ensemble? Je pense que la vraie question que j'aimerais me poser ou à laquelle j'aimerais répondre est fondamentalement: en faisons-nous assez pour incorporer une pensée critique dans nos exploitations? Parce qu'à la fin de la journée, nous devons remettre en question notre propre jugement. Nous devons examiner les sujets dans notre tête que nous ne voulons pas vraiment voir. Parce que si nous voulons faire les bons choix pour notre ferme, nous devons adopter une vision réaliste. Et pour revenir à ta question au sujet de l'efficience alimentaire et du fait qu'il s'agit d'une stratégie d'élevage en évolution, essayer d'être constant dans l'atteinte de mes objectifs, mais aussi flexible dans l'éventualité où la fin pourrait ne pas être la même dans une voie donnée, mais maintenir l'objectif au bout du compte. Nous voulons peut-être prendre notre retraite sur une plage ou peut-être dans un chalet, mais nous voulons prendre notre retraite et nous voulons avoir assez d'argent pour le faire. Bon, bien, un grand merci, Stéphane, de nous avoir accueillis à ta ferme, de m'avoir parlé aujourd'hui de génétique et de durabilité. J'ai vraiment apprécié tes points de vue uniques et différents. Oui, merci. Ce fut très agréable. Et nous sommes de retour. Nous avons aussi la chance d'avoir Stéphane avec nous. Stéphane, thank you very much for being with us this afternoon. It was very interesting, the video and the farm on which you work alone, which is very impressive also. In fact, merci beaucoup. We have a first question will be translated, which goes like this. And the translation will be done by Brian Van Dormel for our French auditors. Apart from genetic strategies, what other sustainable practices do you practice on the farm? Okay, well, thanks for inviting me, first of all. And yeah, everything sounds more beautiful in French, honestly. So I guess when it comes to sustainability, I would have to say that my family and needs to be healthy and happy first. I can't have a functional operation without that. Then, I have to have happy and healthy cows in order to be profitable. And so, if I want my farm to be sustainable, I need it to be profitable as well. After that, I look for win-win scenarios with nitrogen applications, simple low-hanging fruit that I can adapt to quickly. Another thing would be good crop rotations. They're probably as efficient of a way for me to incorporate sustainability on my farm today.
You know, I think one of the underappreciated forms of sustainability is, you know, the cedar offsync program. Reproduction is essential in terms of dairy farming. And so if we can improve reproductive efficiency, I mean, it will take less feed and less land and less cows to fill the same amount of production. Yeah, hopefully that answers your question. Yes, of course. And go ahead, Brian, for the translation. Merci, je vais faire le mieux possible, le meilleur possible. C'est que Stéphane a commencé pour dire que qu'est-ce qui est important pour lui, c'est que sa famille soit en santé puis heureuse aussi. Puis c'est le même principe pour ses vaches, là. Les vaches doivent être en santé et aussi contentes et heureuses dans l'étable, là. Mais les vaches doivent être très rentables aussi en même temps. Et au niveau des pratiques à la ferme qui supportent l'objectif de durabilité, ils visent des choses qui sont beaucoup plus faciles à adapter ou à incorporer. Donc, ils en ont nommé 3. Le premier, c'est les applications de nitrogen. Comment on dit ça, là? C'est quoi le nitrogen en français? Je me souviens. C'est ça. C'est ça. L'azote, là, c'est ça. L'application de l'azote et la rotation des semences ou des céréales dans le champ et aussi l'efficience au niveau des outils de reproduction. Stéphane, you did a good job. Thanks. You can stay with us, of course. No, thank you, Brian. Merci, Brian. Merci, Stéphane, aussi, Brian, from the bottom of our heart for your presence and the translation. Yeah. One word blockage, that's all. Yeah, that's it. Nobody's perfect. Why be perfect? No, it's fine. No, we don't want to be perfect. Okay, so we don't have any other questions, but Okay. on va faire un peu quelques points à retenir sur la présentation de Stellarity Farms et de Stéphane. C'est qu'ils se concentrent sur le développement de routines et de protocoles qui sont efficaces et flexibles, élèvent de bonnes productrices qui sont durables et en santé grâce à Indice Pro-Dollar et résistance aux maladies. Indice efficacité alimentaire lui sauve de l'argent depuis qu'il est incorporé dans Pro-Dollar. Il était génomique depuis 2018, ce qui amène une précision accrue, et il utilise des embryons biopsés pour produire plus par stade. Puis globalement, Stéphane vise des scénarios gagnant-gagnant basés sur l'économie pour améliorer l'efficacité et la durabilité de sa ferme. Alors, ça met un point final à cette partie qui était très intéressante, very interesting. That's what we just said, Stéphane. Okay. And, on va maintenant passer à la gestion du fumier et les pratiques de gestion bénéfique avec Dominique Maxime qui nous revient. Bonjour, merci Pierre, rebonjour plutôt. Donc, eh bien, allons-y gaiement. Donc, en fait, il y a plusieurs enjeux environnementaux associés à différentes émissions liées à la gestion des fumiers. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, on peut distinguer des émissions qui sont associées à l'entreposage des fumiers, donc peut-être plus qu'on regroupe souvent là, la gestion des fumiers. Donc, les distinguer des émissions qui apparaissent aussi suite à l'application des fumiers au champ. Donc, comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas uniquement de gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre qu'on a vus tantôt en introduction, mais il y a aussi d'autres types d'émissions finalement et d'autres enjeux environnementaux que les changements climatiques qui sont en jeu ici, comme par exemple l'eutrophisation avec lesquelles vous êtes peut-être déjà un peu familier, qui est liée à des émissions azotées ou phosphorées surtout dans notre pays, là, dans les eaux. Mais donc, c'est ça. Ce qui est important, c'est de garder à l'esprit qu'il y a quand même d'autres enjeux que les changements climatiques qui sont associés à la gestion des fumiers. Même si, comme on l'a déjà dit tout au début, on va se concentrer sur les gaz à effet de serre par la suite aussi, là, pour le cas de la gestion des fumiers.
Et puis aussi, il ne faut pas oublier que si les émissions durant l'entreposage des fumiers là, sont un enjeu propre aux fumiers et ne concernent pas l'utilisation d'engrais minéraux, il y a quand même avec ces derniers des émissions qui sont les mêmes finalement en proportions différentes toutefois, là, mais que les mêmes que lors de l'épandage de fumier organique. Mais par contre, c'est ça, on parlait d'émissions d'impact. Il est important de rappeler qu'il y a tout de même aussi des bénéfices avec l'utilisation des fumiers, comme avec les engrais organiques de manière générale, hein, par opposition aux engrais minéraux de synthèse. Alors le premier bénéfice, non des moindres, c'est le fait qu'en utilisant le fumier, là, on est dans un processus de recyclage de matières organiques, de nutriments et ultimement d'énergie. On vient valoriser au champ finalement le résidu de la digestion animale, des intrants alimentaires qui avaient été produits au champ. Donc on est dans cette boucle un peu vertueuse et d'économie circulaire quelque part. Et on peut voir ce bénéfice aussi comme l'évitement de production de fertilisants de synthèse qui n'ont pas un impact négligeable également, eux, pour leur production. Donc, ils sont évités si on utilise des engrais organiques et des fumiers pour la fertilisation. Donc, on est, comme je disais, dans un schéma d'économie circulaire lorsque l'on valorise au champ, finalement, les fumiers. Et un second bénéfice par rapport aux engrais de synthèse, c'est également le fait que les fumiers permettent en plus de l'apport de nutriments, d'apporter de la matière organique qui va venir enrichir le sol, contribuer à la vie dans le sol et à tous les processus biologiques et physico-chimiques du sol qui assurent la santé de cet écosystème qu'est le sol et ultimement vont permettre une meilleure productivité. Alors, je reviens ici sur une figure qui a déjà été montrée en introduction et qui montrait la contribution finalement assez significative de la gestion des fumiers. C'est la part bleue de la tarte. Cette contribution assez significative tout de même dans l'empreinte carbone moyenne du lait au Canada. Donc, ces 18% sont propres aux gaz à effet de serre lors de l'entreposage des fumiers et pas ceux liés à l'épandage des fumiers qui se retrouvent finalement agrégés dans la part verte du gâteau. Et le niveau de cette contribution, finalement, il est représentatif puisque c'était une étude de l'empreinte carbone moyenne du lait au Canada, il est représentatif des différents modes de gestion en place parmi l'ensemble des producteurs au Canada, en l'occurrence tel que c'était le cas en 2016. Et donc, on va voir par la suite que parmi ces différents modes, certains sont justement moins émetteurs de gaz à effet de serre que d'autres. Mais on voit d'ores et déjà ici que c'est la gestion liquide qui est très majoritaire et que la pratique la plus en usage est celle d'une fosse finalement qui n'est pas couverte et sans établissement d'une croûte à la surface, ce qui est plutôt un mode de gestion qui maximise les émissions de méthane et de protoxyde d'azote, le N2O. Donc, il y a place à améliorer les systèmes de gestion des fumiers pour réduire cette proportion non négligeable de contribution des fumiers à l'empreinte carbone. Alors, partant de ce constat, on a construit cette figure qui montre finalement l'ensemble des pratiques types possibles pour l'entreposage et la gestion des fumiers. Ce que l'on a fait sur cette figure, on a normalisé à 100%, donc c'est la ligne rouge verticale pointillée que vous voyez, qui correspond au niveau 100% de notre pratique la plus utilisée, qui est celle d'une gestion liquide sans croûte ni couverture. Donc finalement, autrement dit, les modes de gestion qui vont se classer dans la barre bleue va être sur la droite de la ligne rouge verticale, vont être des pratiques qui sont moins performantes et qui émettent plus de gaz à effet de serre que notre pratique de référence. Et au contraire, celles qui sont à gauche sont moins émettrices et sont donc finalement des pratiques vers lesquelles il faudrait se tourner pour réduire les émissions par rapport à une des pratiques les plus en usage en moyenne au Canada. Donc, et puis, il faut garder ici à l'esprit qu'il s'agit des émissions de gaz à effet de serre, encore une fois, là, de méthane et de protoxyde d'azote durant le stockage et que ces simulations-là n'incluent pas tout le cycle de vie de la gestion des fumiers allant jusqu'à l'application, etc. J'en dirai quelques mots à la toute fin. Donc ainsi,
on peut voir j'ai regroupé ici, en fait, encadré en vert, des modes de gestion qui peuvent permettre de réduire ces émissions directes liées à la gestion des fumiers de 15 jusqu'à 25%, donc par rapport à la pratique de référence qui est à 100%. Donc parmi ces groupes-là, il y a l'entreposage solide, c'est les groupes encadrés en vert en haut. Et plus vers le bas, le compostage ou encore la digestion anaérobie. Donc, c'est trois groupes, trois types de pratiques avec différentes variantes technologiques au sein d'elles qui se placent parmi les plus intéressantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la gestion des fumiers. Et on voit tout de même que en restant en gestion liquide, donc avec une fosse, mais des réductions de l'ordre de 5 à voire 10% sont tout de même possibles si on procède à laisser se former une croûte à la surface de la fosse ou voire à couvrir la fosse. Donc c'est ce qu'on voit dans l'encadré orange. Alors, face à toutes ces options possibles, comment faire des choix et quelles sont les principales variables à intégrer pour faire le meilleur choix? Alors, la conclusion sera peut-être que ça se fait au cas par cas, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent varier d'un cas à l'autre, en particulier selon le contexte géographique. D'un climat à l'autre ou d'une saison à l'autre, les taux d'émission, en particulier de méthane, sont quand même variables selon la température. Là, on sait que le méthane commence à se libérer quand la température atteint 10-15 degrés. Donc, selon les régions et les conditions naturelles dans ces régions-là, on peut avoir des régions plus favorables à d'autres, qui est plus favorable dans le sens où les émissions sont réduites par rapport, et finalement la problématique des émissions de la gestion des fumiers est moins problématique dans d'autres régions. Toujours bon à savoir. Ensuite, on a le contexte de la ferme, là, et selon qu'on est dans une situation de construction nouvelle ou de rénovation ou encore éventuellement de mise à niveau d'une installation existante qu'on voudrait conserver. Donc, c'est des critères à prendre en compte qui sont importants. Le contexte technico-économique par lequel va rentrer beaucoup d'effets, de considérations à prendre en compte. Mais un bon exemple, c'est par exemple la digestion anaérobie. On sait que c'est un investissement vraiment significatif qui implique nécessairement un soutien financier, voire un investissement collectif. Alors, d'un autre côté, la digestion anaérobie peut permettre de produire de l'électricité ou voire un biogaz. Mais selon le contexte technico-économique et voire même aussi la région, là, ils ne peuvent être rentables que si ils remplacent de l'électricité qui est déjà coûteuse dans cette région-là et qui a forte empreinte carbone. Donc, ce qui n'est pas nécessairement le cas peut-être au Québec par rapport à d'autres provinces canadiennes. Et s'il y a finalement un bénéfice net à commercialiser ces coproduits de la digestion anaérobie, que sont un biogaz, voire un biogaz et l'électricité. On a des variables également à intégrer dans les calculs. C'est, comme je disais tantôt, là, c'est finalement de prendre en compte le coût environnemental d'autres étapes qui peuvent être associées, comme l'énergie, par exemple, pour opérer la technologie de gestion des fumiers, ou des manutentions éventuelles. Là. On peut penser à tout ce qui est manutention associée au compostage, par exemple, là, mais ça vaut pour beaucoup d'entre elles. Aux émissions qui vont être associées au transport jusqu'au champ et l'épandage finalement, mais qui est variable selon les masses à épandre. Donc, beaucoup de choses comme ça. Et puis, les émissions au champ, là, dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent varier finalement d'une forme à l'autre aussi, selon les teneurs en azote en particulier. Donc, au final, pour faire un bilan global réaliste, il faut souvent aller utiliser des méthodes telles que l'analyse de cycle de vie, là, dont on a déjà pu parler lors du premier webinaire, là, quand il s'agissait d'aller aussi évaluer différentes stratégies pour réduire le méthane entérique. Ben, ça s'applique aussi dans bien des cas pour aussi la gestion des fumiers ici, parce que quand il y a beaucoup de variables à considérer, et si on veut être systématique et tout couvrir, c'est souvent la solution. Et pour compléter ce bilan, il faut aussi le rapporter à des considérations économiques finalement et au coût net qui va inclure à la fois les dépenses mais aussi les bénéfices pour estimer l'efficience à la fois donc économique et environnementale du choix à faire. Et à titre d'exemple, c'est cité extrait d'une étude
qui était valable en l'occurrence pour la province du Québec, là, mais sur l'ensemble d'une exploitation agricole. Donc là, il inclut les opérations sur le terrain, le bénéfice net de l'exploitation. Cette étude-là rapportait que l'option la plus rentable est souvent d'associer la couverture d'une fosse, d'une unité de stockage là, de fumier géré en liquide. Donc partir juste de l'adaptation d'un système existant, avec l'avantage que ça, la couverture de la fosse permet de réduire le volume des lisiers et également de limiter, réduire les pertes d'azote par volatilisation sous la forme de l'ammoniac, ce qui permet au final de réduire les coûts d'épandage des engrais et des lisiers, finalement d'augmenter les ventes et les bénéfices des cultures. Donc le bilan complet fait, c'est cette option-là qui était la plus avantageuse à l'échelle de toute l'exploitation, comparée au compostage, à une gestion solide des fumiers et à la digestion anaérobie, qui pourtant, comme vous l'avez pu le voir là sur le graphique tout à l'heure, se positionnait comme ayant des réductions juste associées à la gestion du fumier qui étaient plus importantes que la couverture d'une fosse. Mais si on y met l'économie et si on regarde tout l'ensemble de la ferme, en l'occurrence, puis au Québec en tout cas, là, la couverture de la fosse apparaissait comme l'option la plus rentable. Donc au final, tout ça doit s'évaluer au cas par cas. Puis bah, évidemment, là, dans ce genre de situation, il est recommandé de se faire aider par un conseiller ou des conseillers qui ont plusieurs expertises. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis Bon, merci à si on toi, a le Lou. temps de questions, je vous laisse voir. Non, malheureusement, on ne pourra pas, mais parce que tu as été tellement clair, mon cher Dominique, qu'il n'y a aucune question. C'est tout à ton honneur. Alors, merci beaucoup de ta présence et de ta disponibilité. Puis, on espère que tu es toujours là la semaine prochaine avec nous. Alors, Oui. pour plus d'informations sur les pratiques de gestion bénéfique sur la durabilité, vous pouvez consulter le guide qui a été produit par des producteurs laitiers du Canada. Alors, il y a aussi, si vous allez sur le site des producteurs laitiers du Canada ou de Lactanet, vous allez trouver aussi différents sujets d'intérêt pour vous. Il existe également différents programmes, puis ce webinaire, qui peuvent vous aider aussi au niveau économique. Alors, on vous invite aussi à les consulter. Ce sera bien sûr disponible lors de la rediffusion, si vous voulez revoir cette partie-là. Après, on vous rappelle que ce webinaire est financé par les producteurs laitiers du Canada, que l'on remercie, organisé par Lactanet dans le cadre du projet national de transfert du savoir en production laitière des PLC. On vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Oui, un immense merci. Vous étiez nombreux. C'était très le fun. Merci aussi à mes collaborateurs, à Stéphane Muller et à Anna Sweet aussi d'avoir été disponibles. Puis à Brian, un remerciement spécial pour la traduction. Alors, on vous souhaite une excellente fin de journée. Puis on se donne rendez-vous le 28 mars prochain où on va parler de gestion des sols et de production des aliments. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée.